Voilà, nous sommes là pour les comptes de votre émission hebdomadaire. Le rendez-vous, madame, monsieur, bonsoir. L'actualité reste dominée par le gouvernement. Nous continuons à attendre la sortie du gouvernement. Ça traîne le pied. Pourquoi? Nous allons savoir plus dans cette émission avec notre invité qui est là pour parler de ça. Nous le savons tous, l'Union sacrée a annoncé la sortie du gouvernement pour ce week-end. Est-ce vrai? Nous attendons impatiemment. Voilà, alors notre invité de ce soir, c'est M. Dieudonné Kandé, qui est secrétaire général du syndicat VTC, La Voix du Travailleur Congolais. Il est aussi analyste politique. M. Dieudonné, bonsoir. Bonsoir, Madame Adèle. Merci d'être là. C'est à nous vous remercier pour l'invitation de participer à cet échange. Voilà, aux chambres basses du Parlement, ce n'est plus un secret pour personne. Fini les suspicions. C'est Vital Kamerhe qui est au perchoir de cette chambre. Comment est-ce que vous avez acquis la nouvelle? La démocratie a joué. Le président Vital, président de l'UNC, a été élu au perchoir de la chambre basse. Félicitations à lui. Ça, c'est une étape. L'étape suivante, c'est de voir les animateurs des institutions rencontrer l'esprit et la lettre de la Constitution. Cette Constitution qui est droit de l'homiste. Les Congolais doivent mener une vie décente. Les Congolais doivent bien manger, les Congolais doivent être bien logés, les Congolais doivent être bien déplacés, le territoire national doit être sécurisé, la souveraineté de notre pays rétablie, son intégrité. Voilà, donc il y a des défis à relever par les animateurs des institutions, dont l'animateur de la chambre basse. Sans nul doute, comme le prévoit la Constitution, les animateurs du prochain gouvernement seront investis par le Parlement. Le Parlement est déjà là, la chambre basse déjà, qui est déjà opérationnelle, on s'est dit, avec le bureau définitif qui est déjà installé, on s'est dit, la machine est bloquée maintenant à quel niveau? Qu'est-ce qui bloque la machine? Qu'est-ce qui empêche la sortie du gouvernement? Est-ce qu'on peut compter sous peu avoir un gouvernement que nous tous nous attendons impatiemment? Oui, madame, les citoyens congolais, pour ne pas dire des citoyens RD congolais, attendent impatiemment la sortie, si vous voulez, l'institution du gouvernement par le Parlement. Et vous venez de le dire, nous avons, le Parlement, c'est la chambre basse et la chambre haute. Nous avons la chambre basse, il n'y a plus de débat. Il reste que la chambre haute puisse également avoir son bureau définitif et qu'on passe à cette opération. Mais ceci soulève la question de la révisitation de la Constitution, pas nécessairement à cause de ce point-là, mais à cause d'autres points. Mais pour celui-là, ce point ici, vous allez constater que si il y a un certain décalage entre les élections législatives et les élections présidentielles, si on réfléchit sur un décalage, qu'est-ce qu'on aurait vécu? On aurait vécu un Parlement qui est déjà installé et le président, trouvant déjà un Parlement installé, aura la facilité de composer le gouvernement et de le voir être investi, et on démarre. Mais le fait que tout ça a joué... Donc, sur le plan du management, nous évaluons le management et nous constatons que ce management nous impose de rectificatifs. Ici, le lieu d'inviter la classe politique à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Vous savez, les politiciens, ils ont le regard tourné vers le pouvoir. On veut prolonger le mandat, on veut faire ceci. Mais le pouvoir, les mandats et toutes ces choses-là ne peuvent être une réalité que si la République existe. Et au jour d'aujourd'hui, la République est envahie, et bravo à nos vaillants combattants, les forces de défense et de sécurité, ainsi que le peuple qui s'est pris en charge à travers la réalité Ouazalendo, dans le cadre de l'opération Vengeance des Léopards, qui marque de points. Nous continuons à chasser les envahisseurs, les ennemis,
pour le mettre hors d'état de nuire. Et donc la priorité de priorité, c'est la survie de la République. La survie de la République est au-dessus de la classe politique, au-dessus de la société civile, au-dessus. Ça doit être le dénominateur commun. Et donc si notre constitution doit également être révisitée pour déloger de cette constitution des clauses qui posent des problèmes, notamment en ce qui concerne l'intégrité de notre territoire, eh bien, on transcende nos égoïsmes politiques, on change la constitution, du moins pour ces articles qui nous insécurisent, pour préserver la pérennité de notre nation, et voilà. Qui bloque réellement la fumée blanche. Cette longue attente commence à exaspérer la population qui veut voir à tout prix son quotidien amélioré. Voilà, au niveau de la population, on sent que ça ne va pas, ça ne va pas. La population vit le moral en berne, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup à faire. Exactement. Les défis sont nombreux, madame. La classe politique porte également une responsabilité parce qu'au-delà de retoucher la Constitution, si la classe politique était également fair play, il y aura quand même la réduction du délai. Voilà, ça fait environ 5 mois. Mais le président a un mandat de 5 ans. Et donc, c'est toute une année presque qu'on est en train de vider dans les conciliabules, etc. Donc, 4 mois, près de 5 mois après sa réélection, on n'a toujours pas un gouvernement mis en place. Pour des raisons qu'on venait d'évoquer, 4 mois, 5 mois, mais le temps que le gouvernement sorte, le temps que ça démarre, etc., on sera dans une année plus ou moins de perdu. Comment on va rattraper, ça c'est un autre débat. Mais comme vous l'avez dit, il y a des défis énormes qu'on doit relever dans ce pays. Nourrir le Congolais, c'est l'agriculture. Accorder aux Congolais l'électricité, c'est la production économique et c'est la sécurité. Construire des écoles, il y a le programme de 145 de territoires, bravo, mais nous constatons qu'il faut en construire davantage. Ne perdez pas de vue, madame, que nous sommes à 100 millions. Et nous avons plus de 20 provinces là-bas, le territoire et autres. Donc, ce qui est fait est bien fait. C'est pour dire tout simplement que les défis sont tellement nombreux que la classe politique devait comprendre qu'il n'y a pas de temps à perdre, que nous n'avons pas besoin de querelles stériles auxquelles ils nous soumettent. La priorité de priorité est la sécurité de ce pays, l'intégrité de notre territoire qui n'est pas négociable. Aucun centimètre carré n'est à donner à qui que ce soit. Le pays appartient à ses enfants, comme il nous a été légué le 30 juin 1960. Et d'ici là, c'est le 30 juin, nous aurons par là 64 ans après l'indépendance. Nous devons consolider l'intégrité du territoire, la souveraineté nationale et lancer le pays vers son développement intégral pour que demain, le pays soit hérité par une jeunesse formée, une jeunesse responsable des forces de sécurité et défense professionnelles. Et là où on sera, là où on raconte, on sera après, ben qu'on soit content de voir que ce qui s'est fait là où on a quitté, ça se fait correctement. Voilà. Parmi tant d'autres défis à relever, la population pense qu'il faut commencer d'abord par la stabilisation du franc congolais. Oui, madame. C'est vrai, la santé de notre monnaie pose problème. Il y a dépréciation de notre monnaie nationale qui érode sérieusement le pouvoir d'achat des Congolais. Absolument. La dépréciation de cette monnaie dépossède les Congolais et particulièrement les salariés du public comme du privé de leur pouvoir d'achat. C'est tout le problème de l'économie. Et voilà, le ministre de l'économie, le gouvernement dans son ensemble, la présidente de la République, ils ont du pain sur la planche. Il faut redémarrer la machine de la production. Et la production ne peut être, on va dire, expérimentée efficacement et avec efficience que si nous avons de l'énergie électrique pour pouvoir implémenter dans les espaces miniers de notre pays des industries. Madame, vous savez, si nous avons des industries accompagnées par l'électricité qui traiteraient le métaux, nous pouvons fabriquer des rails. Et ça va faciliter l'implémentation de voies ferroviaires pour désenclaver notre pays. Et donc, les productions agricoles qui vont suivre seront évacuées en interne pour la consommation des Congolais.
Quand ils auront réglé le problème de la faim, ils vont faire travailler le cerveau pour que le cerveau, à son tour, aide à ces pays à se développer. C'est autant de questions. Et la santé de la monnaie, comme on venait de le dire, le franc congolais a perdu sa valeur, les travailleurs, les salariés a perdu son pouvoir d'achat. Nous avons toujours pensé que du choc des idées jaillit la lumière, qu'on ouvre le débat sur la réforme monétaire. En attendant la production, on lance sur le terrain le nouveau franc. On définit un nouveau franc. Après avoir défini le nouveau franc, on réfléchit sur la politique salariale nationale qui réduise les disparités. Il n'y a pas un débat sur le nivellement vers le bas ou le nivellement vers le haut. Il y a un débat sur la redistribution équitable du revenu national. Réduire le train de vie des institutions parce que nous avons besoin de l'argent pour la paix, orienté vers la paix. Et ensuite, quand nous avons la paix, l'argent qui était destiné à la sécurité sera réorienté vers le développement, notamment dans l'agriculture, dans la semi-industrialisation, pour pouvoir booster notre économie. Et il faut encore penser à nommer les mandataires dans les entreprises étatiques et non étatiques. Oui, là c'est encore une autre paire de manches. Parce qu'il y a un Congolais qui a semblé le dire tout haut, s'il faut que cette nomination intervienne encore, il faut d'abord commencer par bouter dehors le numéro 1 de la SNEL parce qu'il ne fait absolument rien. Oui, madame, vous savez... Tout à l'heure, vous avez parlé de l'électricité. Oui, je rigole parce que je n'aime pas trop le débat. Dans la commune de la Gombe, là où nous sommes maintenant, oui. Siège des institutions, il y a des coupures répétées du courant électrique tout à fait. À longueur des journées. Déjà que moi, je n'ai pas de l'électricité aussi de manière permanente à la maison. Mais le débat, ce débat-là, madame, c'est de savoir quels sont les moyens... Même au Palais de la Nation, il y a des groupes électrogènes, il paraît. Oui, mais ça ne doit pas nous déranger. Les groupes électrogènes, c'est de l'électricité de secours. C'est de l'électricité de secours. Lorsque nous avons le réseau principal qui est alimenté, pour des raisons de sécurité, alors au Palais de la Nation, au Palais du Peuple ou dans nos maisons, il y a toujours cette possibilité d'avoir de l'électricité de secours. Mais le vrai problème, c'est que l'électricité principale qui nous vient de Inga ou d'ailleurs, Zongo, etc., doit être permanente et disponible auprès des consommateurs. Mais vous soulevez le problème du DG, de la SNEL, etc. J'étais en train de dire, madame, que les portefeuilles de l'État dans son ensemble, au jour d'aujourd'hui, c'est la suite des réformes qui étaient pilotées par Copirep. Copirep qui avait conclu que les entreprises étaient en difficulté, on a appelé ça canard boiteux, et il avait dressé un schéma pour la sortie de ces entreprises de l'état des canards boiteux à des entreprises compétitives et autres. Honte à nous, parce que ces conclusions, nous ne les avons pas appliquées. Nous brûlons les étapes aujourd'hui. La Copirep existe toujours. Oui, ils sont là. Et donc, nous brûlons les étapes et ces entreprises n'ont pas suivi le schéma tel que présenté. Notamment, régler le contentieux social. Dès qu'on a dégonflé le personnel en leur remettant leurs droits, conformément à la loi, on peut maintenant repenser à un modèle économique nouveau. Et c'est alors que la SNEL, dans la vision d'un modèle économique nouveau, l'ONATRA, dans la vision d'un modèle économique nouveau, la GECAMINE, l'AMIBA, etc., pourront être gérés autrement. Mais regardez, il y a le contentieux du personnel qui ont des arriérés de salaire dans certaines de ces entreprises. Il y a des contentieux du personnel à qui on n'a pas payé leurs décomptes finaux, etc., ou final, c'est selon. Et il y a tout ce contentieux du social, mais on est en train de saucissonner ces entreprises, de les sectionner, d'amener le partenariat public-privé, derrière lequel se cachent certains animateurs politiques pour être des administrateurs dans ces entités qu'on crée, qu'on m'excuse le terme, de manière pas très bien, j'allais dire sauvage. Et donc, est-ce que le DG de la SNEL, on lui a donné les moyens de sa politique?
Et si on lui a donné le moyen de sa politique, est-ce qu'il y a eu un plan qui est mis à la portée de nous consommateurs, de la population, pour suivre l'exécution et dire, là ça n'a pas bien marché, et on les condamne. Donc c'est un débat. Voilà pourquoi j'ai eu la difficulté. Le DG de l'ONATRA, le DG de la Régie des eaux, ainsi de suite, c'est des questions qu'on doit se poser. Il a besoin de quels moyens encore au moment où nous payons régulièrement, mensuellement, les factures? Ben, puisque vous tenez à ce que nous consommons. On en parle. Madame, les machines qui tournent à Inga, les poteaux, c'est-à-dire qu'il y a la production, il y a le transport, il y a la commercialisation, toute cette chaîne comporte des outils. Et ces outils, il faut le renouveler. Alors, lorsqu'on doit nous vendre l'électricité, on doit tenir compte de tous ces intrants-là qui ont participé à la production de l'électricité et déterminer le prix du kilowattheure. Et si on devait rester dans la vérité de prix, le kilowattheure ne coûterait pas ce qu'il est en train de coûter. Nous sommes dans une tarification à caractère social. Et déjà que l'État ne donne pas de subventions à la SNEL. Et donc, c'est tous ces éléments qui créent des déséquilibres. Donc, que le Congolais, classe politique, la FEC, donc même les grands consommateurs, mettent le dossier sur la table pour discuter de manière transparente. Et voilà pourquoi nous disons que on doit vraiment, l'IGF, le Cour de compte, etc., faire pression pour que les criminels économiques soient découragés et mis hors d'état de nuire, parce que vous comprenez avec ces débats qu'il faut de l'argent pour booster tous les secteurs. Tout est priorité, mais la priorité des priorités, comme on disait, c'est la sécurité. Les grands consommateurs, les entreprises industrielles et autres, ne sont pas ceux qui arrivent à payer à la SNEL chaque mois, mensuellement. Ça ne peut pas décanter la situation d'améliorer la desserte en énergie. Non, non, c'est-à-dire qu'ils payent. Mais madame, lorsque nous devons prendre par exemple l'électricité qui est produite dans un coin au Katanga, où avec ces barrages, il y a la part de l'État et la part du privé, pour des raisons de, on va dire, sociales, alimenter la population, il faut payer des câbles, il faut payer des transformateurs et autres, et ramener l'électricité à des kilomètres dans nos villages, etc. Ça a un coût. Ça a un coût. Et ça doit se faire comme ça sur toute l'étendue du territoire. N'oubliez pas, M. Dedonné, que la RDC distribue les courants chez le voisin, là aussi. Nous faisons la part des choses. Est-ce que la SNEL engrange des recettes dans la vente de l'électricité en dehors du pays et en interne? Oui, elle fait des prouesses. Oui, la SNEL engrange des recettes et de l'argent. D'énormes recettes. Est-ce que, c'est vous qui le dites, est-ce que ces recettes peuvent permettre à la SNEL de régler le problème de l'accès à l'électricité sur toute l'étendue du territoire? Canalisation souterraine, canalisation aérienne, c'est selon des barrages à construire, etc. Je dis, c'est pas évident. C'est pas évident. Et donc, carte sur table, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que l'État congolais peut faire? Parce que nous attendons la sortie du prochain gouvernement. On doit planifier les choses. On ne doit pas agir au pifomètre. Et surtout que vous avez signalé que ça doit figurer parmi les défis à relever. De nombreux défis, et dans tous les secteurs, il faut une planification. Et c'est la planification qui va déterminer la hauteur de ressources que nous allons affecter pour la mise en œuvre justement de ces plans, dans le respect des règles de l'art, si vous voulez. Et donc, il n'y a pas lieu de prendre ces problèmes parce que, autre toi que je m'y mette, la tête d'un tel, ça ne me plaît pas, etc., le DG un tel, non. Nous n'encensons pas le DG, ils ont des parts de responsabilité, qu'on les établisse, et si ces parts de responsabilité sont établies, si on doit le mettre de côté, on les met de côté. Mais au même moment, nous disons que une politique est suivie par des moyens. Est-ce qu'on a donné à ces DG les moyens de leur politique? Point d'interrogation. J'ouvrais une parenthèse, par exemple, pour dire, madame, que une grande entreprise comme l'ONATRA se retrouve en face des partenaires qui lui offrent, on va dire, des prestations gratuites. Je citerai ici la coopération japonaise qui se propose de réhabiliter la voie ferrée de la gare centrale
à l'aéroport de Ndili et gratuitement. Mais ça fait plusieurs années que la classe politique traîne le pied pour donner le go afin que les Japonais fassent ce travail. Cette réticence est due à quoi? Ben, ce sont des questions que nous nous posons. C'est antipatriotique. Il y a la quasi-absence de voies ferrées en République démocratique. Non, mais regardez, lorsque les Japonais, en très peu de temps, peuvent réhabiliter la voie ferrée de la gare centrale à l'aéroport, c'est-à-dire que les rotations de trains... Voir Kinshasa Matadi aussi. On va y arriver. Les rotations de trains entre la gare, entre Gombe et Tiangu, ça va désengorger tant soit peu la route, Lumumba et tout le reste. Il y en avait aussi pompage... Mais on a construit sur les voies ferrées. Okay. Donc il y a un débat. Et on a créé une entreprise. Nous applaudissons les politiciens. Ils veulent devenir des actionnaires et tout le reste. Ça va réduire mais cette entreprise qu'on a créée pour... etc. Parlons-en. Les Japonais ont travaillé dans le cadre de ce qu'on a appelé le plan de transport pour la ville de Kinshasa. Et dans ce plan qui a été travaillé, il y a l'ONATRA qui est là-dedans comme partenaire privilégié. Eh bien, qu'on laisse l'ONATRA s'émouvoir. Et si les politiciens veulent occuper des fonctions dans le cadre des entreprises qu'ils veulent créer, ferroviaires, etc., ben, tant mieux. Mais qu'ils créent des nouvelles voies. Nous proposons par exemple qu'il y ait la voie Kimwenza Kinsuka. Que la nouvelle entreprise créée là prenne Kinsuka jusqu'à Kimwenza, il crée une voie. Et les ministres des Transports en savent quelque chose? Bon, ils sont en train de gérer les affaires courantes. C'est des dossiers que le nouveau ministre des Transports va certainement hériter. Mais qu'on aide ces peuples, comme on nous a promis, qu'il y ait de vrais débats sur tous ces contrats, sur tous ces engagements, au niveau de la représentation nationale. Des débats démocratiques, ça ne vise pas les têtes des gens. Pour que des contrats de 50 ans, de 100 ans qu'on est en train de signer, que ça ne nous apporte pas des complications dans le futur. Dans le futur, un pays, ce n'est pas... Monsieur Donekande, des manœuvres sur ces contrats bénéfiques pour la population, ça profite à qui? Vous avez dit bénéfique pour la population, ça profite à qui? Oui, l'idée de départ, c'est bénéfique à la population. Mais maintenant, la mise en œuvre, la quantification, le chiffrement et autres, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Madame, lorsque nous donnons à un partenaire international, fut-il ou privé, l'exploitation d'un système donné dans le portefeuille de l'État ou autre, qui doit gérer pendant 25 ans. Mais lorsque nous-mêmes, nous produisons par exemple 5 millions, c'est une façon d'illustrer. Et la personne vient, elle dit non, je commence d'abord par utiliser l'argent que vous produisez là. Et dans cet argent que vous produisez, c'est alors que moi je vais l'utiliser pour moderniser. Il y a quelque chose qui ne va pas. Autant laisser les producteurs de l'argent, nous Congolais, avec des plans et la surveillance, c'est lui qui bousille l'argent pour que le plan ne soit pas réalisé, mais qu'on l'arrête. Et s'il y a des gens qui ont bousillé de l'argent, qu'on ne s'arrête pas à les arrêter. Mais qu'ils vomissent l'argent, voyons. Qu'ils vomissent l'argent pour que l'argent puisse réaliser les objectifs qui lui ont été assignés. L'exemple typique de l'ONATRA par rapport à ces contrats. Apparemment, l'IGF ne fait pas peur dans ces pays. L'IGF fait son travail à moitié. Toujours, madame, faire la part des choses. Ce n'est pas l'IGF qui signe les contrats. L'IGF, quand il vérifie, allez, on va dire, ses dépenses là-bas, avant et après... mais ce n'est pas lui qui signe le contrat. Mais si on lui demande d'évaluer le contrat, si on demande à la Cour de compte d'évaluer le contrat, si on demande au Parlement d'évaluer le contrat, si on demande au parquet d'évaluer le contrat, voilà autant d'instruments entre les mains de l'État pour décourager les criminels. Madame, ce pays, notre pays, le pays de nos ancêtres, ça ne doit pas être le pays des criminels économiques. Et les politiciens sont détenteurs des mandats qui engagent toute la nation. Ils ne sont pas détenteurs de mandats de famille. Ils doivent travailler pour l'intérêt de toute la population. Le débat, le vrai, il est celui-là. Voilà, parce qu'on parle dans cette émission, merci pour cet éclairage, de raisons que justifie le retard constaté dans la publication du gouvernement Judith Suminwa. Selon certaines indiscrétions, le chef de l'État aurait retourné la mouture qui lui présentait plutôt par la première ministre, raison évoquée. Bon,
ce serait des supputations. Je ne suis pas membre du cabinet du chef de l'État, mais c'est quelque chose qu'on doit prendre dans le fonctionnement normal, les mises en place au niveau de la fonction publique. Ce sont publique. des informations à notre disposition. Ces castings, le casting de la Première ministre n'aurait pas respecté les instructions du président de la République et aurait fait la part belle au caïman de l'Union sacrée. Bon, en fait, les caïmans, s'il y en a, on doit les mettre hors d'état de nuire. Parce qu'en fait, cette image qui est utilisée, c'est pour dire que c'est des gens qui viennent pas pour aider la République à avancer. Face à ces défis, face à la réalité que c'est pour la première fois qu'une femme est première ministre. Et c'est pour la première fois que cette femme première ministre est baptisée dans l'attente assez longue de l'investiture de son gouvernement. Mais aussi cette femme a énoncé certains principes. Il voudrait travailler dans la philosophie de l'efficacité et de l'efficience. Eh bien, il nous incombe le devoir citoyen d'accompagner Maman Souminoa dans la réalisation, rencontrer les défis que nous devons relever dans ce pays. Madame, je ne sais pas si vous vous rendez compte que Madame, la Première ministre, n'a pas le droit d'échouer. On aura craché sur nos mamans. C'est une première dans ce pays. Et donc, nous devons tout faire, tous les Congolais, quand elle va réussir, rétablissement de la paix, relance de l'économie nationale, la justice sociale distributive, pour laquelle un combat a été mené pendant plusieurs années dans ce pays, afin que le Congolais se retrouve, qu'il soit content d'être chez eux. Donc, nous devons tout faire pour accompagner maman à réussir avec des patriotes, des personnalités honnêtes, crédibles, intelligents, non conflictuels, et que la maman réussisse son mandat au mieux des intérêts de notre peuple et de notre nation. La Première ministre, elle est censée à tout prix réussir cette opportunité en face d'elle, mais comment est-ce qu'elle peut sortir la tête haute face à la gloutonnerie de chefs de parti et des regroupements politiques? Ce sont des éternels insatisfaits. Bon, nous venons de dire ici que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, planification, affectation des moyens pour la mise en œuvre de la planification, contrôle, rigueur dans le contrôle. Et les criminels n'ont pas droit de citer les criminels économiques. On les met hors d'état de nuire. Le pays n'a pas besoin aujourd'hui des criminels économiques. Le pays a besoin de personnalités engagées à relever le défi. Et c'est du possible. Le Congo a vocation d'être une grande nation, une nation puissante, une nation prospère. L'image que nous avons aujourd'hui où nos services ont été infiltrés pendant autant d'années, notre armée a été fragilisée. Aujourd'hui, des efforts sont fournis pour relever le défi, pour nettoyer les forces de sécurité et de défense des personnes douteuses, notamment, qui n'ont pas la nationalité de nos ancêtres, et pour que ces forces soient animées, gérées par le fils du pays. Et les autres qui veulent venir, quand on va mettre le toilettage dans l'administration des citoyens avec nos cartes d'identité et autres, celui qui veut travailler dans l'armée, etc. Mais le chef de l'État, Mobutu, à l'époque, il a travaillé quand même avec le voisin rwandais, ougandais, burundais. J'étais en train de dire, madame, si vous n'étiez pas intervenue, que nous ne fermons pas la porte aux étrangers. Mais quand vous venez en République démocratique du Congo comme étranger, mais soyez fiers d'être étranger, ne dites pas que vous êtes Congolais. De un. De deux, respectez les lois du pays. De trois, ces lois, c'est nous qui les produisons. C'est à nous à produire des lois qui limitent certaines responsabilités pour des personnes étrangères. Voilà, mais que tout cela fasse l'objet des débats transparents et que le bien fondé
de la mise en œuvre de ces lois soit compris par tous. L'Union sacrée est constituée, composée de Congolais, mais la première ministre est butée à ces problèmes de la gloutonnerie de chefs de partis et regroupements politiques, et les uns les autres tiennent mordicus à figurer sur la liste de membres du gouvernement. Maman Premier ministre, on doit l'appuyer pour qu'elle puisse réussir son mandat, et que les défis sont nombreux, qu'il faut une planification, qu'il faut des ressources pour accompagner la planification, et qu'il faut un contrôle rigoureux par les instruments de l'État dévolus au contrôle. Nous avons cité le Parlement de la République, le parquet, l'IGF, la Cour de comptes, etc., etc. Qu'on laisse ces instruments faire correctement leur travail pour décourager les criminels économiques. Les problèmes que rencontre notre pays, ça fait bientôt l'occupation 30 ans par là, nécessitent des moyens colossaux. Et ces moyens, nous pouvons les produire en interne et aussi solliciter des partenariats avec les bailleurs des fonds bi- et multilatéraux pour cet exercice-là, c'est-à-dire relever les défis. Mais si ces moyens collectés tombent entre les mains des criminels qui s'en servent de n'importe quelle manière, les objectifs ne seront jamais atteints. Voilà pourquoi, sans être contre qui que ce soit, quand on vous appelle aux fonctions publiques, vous êtes les serviteurs de la nation. Vous ne venez pas pour remplir vos poches. Vous venez servir la nation. Et en contrepartie, la nation vous rétribue, la nation vous paye pour les bons et loyaux services que vous lui rendez. Ici, le lieu de féliciter les institutions de la République, la présidente de la République, etc., pour tout ce qui est bien fait. Il faut marteler, marteler sur les facteurs sanctions. Le féliciter pour tout ce qui est bien fait, mais aussi et surtout l'interpeller ou les interpeller, les institutions, à corriger ce qui doit l'être. Et en décourageant la criminalité économique. Et l'impunité aussi. Mais justement, on décourage cette criminalité par des sanctions. Pas seulement loger les gens là où on les loge, mais l'argent qui a été détourné doit être restitué pour être affecté à son objectif premier. Relever le niveau de vie des citoyens. Je disais qu'il n'y a pas un débat du nivellement vers le haut ou du nivellement vers le bas. Le vrai débat, c'est la redistribution équitable du revenu national. On doit réduire les disparités. Et qu'on ouvre le débat sur le franc congolais. Nous participons à travers votre canal en proposant la réforme monétaire, accompagnée d'une politique salariale nouvelle, où on respecte les lois en la matière, notamment l'ordonnance présidentielle portant sur le SMIG, et soumettre les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, tous ces amis étrangers qui sont venus investir chez nous, à respecter le travailleur, à bien le payer. Et ceux qui s'engagent dans les contrats avec les partenaires, qu'ils privilégient dans le cadre des signatures de ce contrat, qui doivent faire l'objet, à mon sens, des débats dans plusieurs cercles, notamment le Parlement, notamment le gouvernement, notamment la société civile, pour que toutes les dispositions soient prises. Voilà. Et élaguer de ce contrat des clauses qui fragilisent les intérêts de la République démocratique du Congo. Clair comme dans un livre d'images, sorti du gouvernement toujours, le chef de l'État à la merci des rapaces. Est-ce vrai? Nous demandons au chef de l'État de faire diligence. Nous savons que ce n'est pas facile de gérer une classe politique comme la classe politique de notre pays. Mais nous demandons également à la classe politique de faire transcendance parce que ce peuple traverse des moments difficiles et que
pourquoi pas ce soir? Mais enfin, que le gouvernement sorte. On a parlé du week-end, de ce week-end. Oui, le week-end est passé. Nous avons commencé une nouvelle semaine. Il y a eu des débats, etc. Bravo. Mais pourquoi pas ce soir? Mais enfin, que ce gouvernement sorte. Voilà, voyons voir si le gouvernement va sortir comme vous le souhaitez bien. Ce soir, alors ce soir même, M. Dieudonné Kandé, secrétaire général du syndicat VTC, la voix du travailleur congolais. Voilà, la semaine passée a été marquée par une information qui est tombée comme une bombe. C'était le coup d'État manqué, raté en République démocratique du Congo. Dans l'optique, je me dis, de renverser le régime actuel, Dieu donc, ça n'a pas marché. Et le numéro 1 de cette rébellion, s'il faut le dire, c'est le numéro 1 de ce mouvement, est tombé victime. Il a perdu la vue au cours de ces théâtres qu'il a voulu présenter aux Congolais. Quelle a été votre réaction par rapport à cette réalité? Et qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire à travers les services de renseignement pour continuer à veiller sur la santé de la République démocratique du Congo et à empêcher que de pareils événements se reproduisent? Madame, vous savez, pour des raisons qui nous échappent, on n'a pas expliqué tous les détails de ce que c'est que le Congo aujourd'hui face à la pression internationale pour balkaniser ce pays, pour sectionner ce pays en petits morceaux. Et c'est comme si le Congolais, on n'est pas suffisamment conscient de cela. Et comme si tout cela n'était pas suffisant, on est dans un schéma de renversement de pouvoir tel que vous venez de le dépeindre. Non, nous devons décourager cette manière de faire. On a opté pour la démocratie, pour l'alternance au pouvoir par des voies démocratiques. Nous demandons à la classe politique d'asseoir des règles telles que ces alternances soient garanties et que le meilleur l'emporte. Et nous devons décourager, mais vraiment décourager, des formules de déstabilisation de la République par des coups d'État. Pour ce qui est arrivé de l'autre côté, nous interpellons nos services. Ce sont les nôtres, ce sont les services de notre pays. Ils sont au service de la population, des institutions. Eh bien, nous apprenons qu'ils sont en train de faire un travail de fourmi pour identifier qui a fait quoi, qui était là-dedans, ainsi de suite. Mais que tout cela se passe en toute objectivité et que ceux qui doivent être mis hors d'état de nuire le soient. Voilà, là, moi je vois aussi le travail que le ministère de l'Intérieur est censé faire. L'identification de la population, de toute la population congolaise, en ces moments aussi pour savoir qui est congolais, qui n'est pas congolais, les infiltrer, c'est par où ils entrent facilement et ainsi de suite, vous ne trouvez pas? Mais bien sûr que ça urge. Ça urge, il y a eu déjà des avancées, on a parlé de l'ONIP, on a parlé de l'expérience pilote dans 2 communes, je crois Lingwala. Les cartes d'identité, tout à fait, la délivrance de cette carte. Il faudrait que ce processus soit accéléré, mais voilà pourquoi le gouvernement doit venir au plus vite, parce que c'est le ministère de l'Intérieur et des centralisations, etc., je crois, qui doivent piloter cette affaire. Okay. Et madame, cette histoire de la Constitution, lorsque nous sortons des considérations politiciennes, la Constitution de la République doit être révisitée pour renforcer les clauses liées à la souveraineté nationale, à l'intégrité nationale. Aucun centimètre carré de ce pays n'est à vendre, n'est à céder à qui que ce soit, parce que les États-Unis d'Amérique, la France, tous ces pays européens, asiatiques et autres sont jaloux de leurs centimètres carrés. Autant ils sont jaloux, autant nous sommes aussi jaloux. On ne peut pas créer des structures, imposer une constitution. Vous vous souviendrez que Papa Étienne Tshisekedi, d'Erasme-moi, en tant qu'acteur politique en son temps, avait demandé que cette constitution, on ne puisse pas la voter, notamment sur cette question liée à une partie de notre souveraineté qu'on allait exposer. Et donc, je crois que courageusement, on doit mettre ces débats sur la table
et sécuriser constitutionnellement notre souveraineté et notre intégrité nationale, mais aussi là où on doit décaler pour éviter ce que nous sommes en train de vivre, qu'on le fasse. Voilà, des échanges étaient fructueux. Merci beaucoup, M. Dieudonné Kandé, d'avoir répondu à notre invitation, ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ces numéros. En guise de message particulier pour clore l'émission, on peut connaître la santé des syndicats VTC et les mots de la fin. Voilà. Nous demandons au ministre du Travail qui va venir de réhabiliter tous les syndicats qui ont été mis de côté parce qu'ils n'avaient pas payé 1 500 $. Et c'était vraiment des histoires qui font la honte à la République. D'ailleurs, ils vont aller à Genève. Tous ces syndicats, par amour pour la patrie, se refusent de saisir l'OIT depuis plusieurs années, mais ils ont été victimes. Pour le reste, nous, Congolais, debout comme un seul homme, dressons nos fronts et militons pour la paix, le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire, et accompagnons les institutions de la République dans la bonne gouvernance. Et les institutions de la République, qu'ils veillent sur la justice sociale distributive. Et les amis de l'ONATRA traversent de moments difficiles, que le gouvernement qui va venir ait un regard particulier, qu'on ouvre le débat sur la relance de l'ONATRA à travers un nouveau modèle économique, et qu'on sécurise les agents de l'ONATRA qui doivent partir en pension et qui sont partis en pension, qu'on leur paye conformément à la loi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention et intérêt, vous fidèles téléspectateurs. Nous vous remercions énormément pour ça et nous comptons vous retrouver très prochainement, la semaine prochaine, oui, pour un autre numéro de votre émission Le Rendez-vous. Merci à la chaîne de référence Antena pour ces programmes. Merci aux preneurs de vue. Une très belle soirée à tous et chacun.